Bonjour Eric Médard. Bonjour Marc. Alors, je vous présente maintenant Eric Médard, qui est un vieux de la vieille de la photo animalière maintenant, qui est un professionnel de la photo animalière, et qui est bien connu pour ses photos en noir et blanc avec les barrières infrarouges et les pièges photos, etc. Donc, il a fait un magnifique livre sur le sujet. Je pense qu'il y a pas mal d'internautes qui le connaissent par ce biais. Et voilà, donc Eric est un travail depuis pas mal d'années. Depuis combien de temps tu travailles? Bah, écoute, la photographie de nature, ça m'occupe depuis plus de 30 ans maintenant, hein, mais je suis pro au sens où je ne fais plus que ça depuis 2015, je crois. Donc voilà, maintenant ça fait 7-8 ans que je ne vis que de la photographie de nature. D'accord. Et comment ça se passe? Quel est ton moyen la façon de travailler? Comment tu fais? Tu vends, je crois que tu vends un livre, tu vends des livres, mais il n'y a pas que ça. Ouais, Comment? alors, du coup, je fais pas de stage du tout, donc je ne vis que de la vente de mes images en fait. Alors, de quoi qu'est-ce que je vends? Bah, du coup, en effet, voilà, je fais des livres. Donc, je vis de la vente de mes livres. Ça, c'est une partie importante de mon chiffre d'affaires. Et puis, sinon, eh bien, je travaille énormément en local. Donc, je travaille beaucoup avec les collectivités territoriales. Je travaille aussi pour des particuliers ou pour des entreprises qui me font des commandes. Enfin, je réponds à des commandes de photos, en fait, ni plus ni moins. Donc alors par contre, toujours sur la biodiversité ou les paysages, assez peu de photographie industrielle parce que c'est pas du tout ce que je sais faire, et assez peu non plus de photos, pas de photos non plus de gens ou de. Alors, je fais un petit peu de photos d'animaux domestiques par contre, mais surtout en fait du travail sur la biodiversité et en particulier sur la biodiversité et les milieux qui sont les miens autour de chez moi, quoi. Ok. Ouais, donc c'est l'essentiel de mes revenus, c'est ça. Bon, évidemment, un petit peu de publication dans la presse, mais ça devient de plus en plus rare. Et puis quelques ventes de tirages ou des choses comme ça. Mais voilà, les deux grosses parties de mes revenus, c'est la vente de mes livres et puis répondre à des commandes de photos. D'accord. Alors, donc, ton dernier livre, on le connaît pas parce que tu devais le présenter, je crois, à Montier. Voilà, le dernier livre, il s'appelle À l'affût du sauvage. Donc, c'est justement un livre sur la. Alors, c'est un gros livre, hein, c'est un gros pavé que j'ai imprimé sur un très beau papier. Je suis très, très content de la réalisation. J'ai travaillé avec l'imprimeur Simon Graphique à Ornans, près de Besançon. On a vraiment fait un superbe ouvrage là enfin, en toute modestie, mais vraiment, il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup parce que c'était difficile d'imprimer sur ce papier. C'est un papier offset, vraiment épais, texturé, et donc imprimer tout en gardant les détails sur ce papier-là, c'était un peu une gageure. Et on a vraiment réussi le pari. Alors, je l'ai pas réussi tout seul, hein. J'ai réussi grâce à mon maquettiste qui est Jean-Luc Ouizard, qui est un maquettiste suisse qui travaille pour la revue de la Salamandre d'ailleurs. Et donc on a réussi ce bel objet ensemble. Et voilà, il est sorti au mois de juillet. L'idée, en effet, c'était de le présenter à Montier-Ander en exclu, avec une belle expo qui allait avec. Et puis, bah, évidemment, voilà, les circonstances fait que ça n'aura pas lieu cette année, mais l'année prochaine. Euh, mais bon, le livre est là. Il est là et il est réussi. Il a beaucoup de succès déjà. Et c'est vrai que les retours sont très positifs, donc ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Donc, on peut l'obtenir sur ton site internet? Alors, on peut l'obtenir sur mon site internet, bientôt chez toi. Et sinon, sur mon site internet, et puis dans les librairies, alors locales, parce qu'évidemment, je n'achalante pas toutes les librairies de France et de Navarre, sinon je m'en sortirais pas. Et je travaille pas avec un diffuseur, donc le mieux, c'est en effet sur mon site internet. Et puis bah voilà, pour les locaux, pour les gens de la Mayenne, parce que c'est mon territoire, eh bien, c'est disponible dans toutes les librairies du département. D'accord. Donc, tu habites où? Je t'ai pas demandé pour les gens qui ne connaissent pas Ouais, bien.
moi, pour ceux qui me connaissent pas, je suis en Mayenne. Donc la Mayenne, un département dont on a beaucoup entendu parler que le Covid d'ailleurs, à tort selon moi, mais c'est comme ça fait un peu le buzz. Donc c'est ce département qui est coincé entre l'Ille-et-Vilaine et la Sarthe, qui est à mi-chemin entre Le Mans et Rennes et à mi-chemin entre Paris et Brest en gros. Donc c'est un département qu'on ne fait que, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pendant de nombreuses années, et que je n'ai fait que traverser sans jamais m'y arrêter. Et là, maintenant, ça fait 20 ans que j'y suis avec beaucoup de plaisir parce que c'est un département qui est assez sauvage, enfin pas sauvage au sens où c'est de la grande nature sauvage comme on peut avoir en montagne ou autre, c'est pas du tout ça, c'est du bocage. Mais c'est un département peu peuplé, à peu près comme la Creuse, ce qui fait qu'on a des territoires, d'assez grands territoires en fait, qui sont des territoires agricoles ou de bocage, mais qui sont assez peu fréquentés. Donc pour notre activité de photographie de nature, bah, c'est pas mal. D'accord. Voilà. Quel est ton matériel? Alors moi je travaille chez alors j'ai commencé avec Minolta il y a bien longtemps avec les X 700 et X je sais plus 300 je crois que c'était que j'avais. Après j'ai switché chez Canon et puis depuis maintenant ouais presque une quinzaine d'années je crois non une dizaine d'années je sais plus exactement et je suis passé chez Nikon. Et puis maintenant, bah, je crois que je suis pas prêt de changer parce que le fait de changer de marque, ça coûte vraiment très très cher. Donc pour l'instant, je continue chez Nikon. Alors je travaille beaucoup avec le 600 mm f4 et puis avec maintenant depuis assez peu de temps là le 400 mm de 8 aussi. Et puis après, bah, évidemment, 70-200 et puis un zoom grand angle et puis le 300 de temps à autre. Donc quelques optiques et en boîtier, eh bien, je viens tout juste enfin, je travaille avec le D5 énormément. C'est un boîtier que j'aime beaucoup, beaucoup, à la fois pour son rendu d'image et puis pour sa réactivité en autofocus. Et puis, enfin bon, c'est vraiment un boîtier extraordinaire. Mais là, depuis quelques jours, j'ai investi dans le nouveau Z6 II là, de chez Nikon. Et il faut que je me fasse à cette visée hybride un petit peu, et puis à la réaction du matériel qui n'est pas du tout comparable à ce qu'on avait en visée optique, en visée réflexe. Euh, mais du coup, je suis assez bluffé. Je suis assez bluffé par le résultat. Donc voilà, ouais, c'est pas mal, c'est bien. Très bien. Ben, montre-nous tes images alors. Alors voilà, bah, je vais vous montrer quelques images. Oui. Euh, Montre-nous tes images donc tirées du livre, hein, c'est ça, hein? Voilà, c'est que du coup, j'ai choisi que des images du livre puisque c'est un peu mon actualité. Même si, comme tu disais, en effet, j'ai beaucoup travaillé en lumière infrarouge et en piégeage grâce au matériel d'ailleurs que tu vends. Hein. J'ai vraiment travaillé exclusivement avec des barrières infrarouges qui sont les tiennes quand j'avais travaillé sur Passeur de Lune. Donc, c'était un travail en lumière infrarouge et piégeage photo beaucoup. Avec le livre qui en découlait. Mais là, du coup, le nouveau livre, il y a beaucoup moins de piégeage. Il y a un petit peu de photos de fait en piégeage quand même aussi, mais très peu. Et c'est un livre qui ne parle que de la biodiversité qui est la nôtre, au sens où c'est de la biodiversité locale. J'ai même pas inséré dans ce livre de photographies d'ours ou d'aigles, parce que c'est pas des animaux qu'on trouve chez moi dans l'ouest de la France. Et j'ai vraiment inséré que des animaux qui vivent dans mon territoire et, euh, et surtout, c'est pas un livre non plus exhaustif sur la biodiversité. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'avoir un livre avant tout de photographie poétique, d'ambiance, de choses comme ça. Et c'était pas de faire un livre où on voit tous les animaux présents dans la Mayenne ou dans les Pays de la Loire, parce que d'abord, ça serait un livre de 3000 pages, et puis ça n'aurait pas tellement d'intérêt. Donc j'ai choisi une bonne vingtaine de photographies du livre que je vais pouvoir vous présenter et puis en parler un petit peu. Alors du coup, je vais passer en partage d'écran. Voilà. Euh, c'est pas ça. Alors, il faut que je m'y retrouve. Alors, fenêtre d'application. Voilà. Partager. Super. Ça marche. Alors maintenant, on va l'agrandir. Voilà. Parfait. Tu vois mon sonneur à ventre jaune? J'ai cru que c'était un crocodile.
Si seulement il y avait en Mayenne, pourquoi pas, mais là, non, on en est loin. Alors ça, justement, donc ça, c'est un sonneur à ventre jaune. Alors la quasi-totalité, enfin la grande partie des photos du livre ont été faites chez moi. Et quand je dis chez moi, il y a 65%, 70% des photos qui ont été faites enfin à portée de botte de la maison et à moins de 10 km, 15 km de la maison. Et la grosse majorité sont faites même juste autour de chez moi. Donc c'est du zéro CO2 ou presque. Alors cette photo-là, justement, c'est le contre-exemple. C'est un peu l'exception qui confirme la règle parce que lui, je l'ai photographié en Slovénie, je ne l'ai pas photographié en Mayenne. Et il était présent, c'est une espèce qui était présente chez moi en Mayenne il y a 20 ans. La dernière donnée de cette espèce était faite dans ma commune en plus. Mais depuis 20 ans, on a perdu sa trace. C'est le sonneur à ventre jaune. Donc c'est un petit crapaud forestier qui vit dans les ornières en forêt et qui est nocturne comme beaucoup d'amphibiens et qui surtout a une pupille en forme de cœur. Donc voilà, c'est une ambiance bien nocturne. Avec pour réaliser cette image, en fait, je l'ai faite même, j'ai pas utilisé de flash, j'ai utilisé juste ma lampe torche et j'ai éclairé en focalisant l'éclairage que sur l'œil, en le focalisant au maximum pour que ça éclaire rien d'autre. Et j'ai sous-exposé pas mal à la prise de vue de façon à être sûr d'avoir que l'œil qui soit éclairé. Voilà un petit peu comment j'ai procédé pour faire cette image. Euh, voilà. On continue. Oui. Alors, ça, c'est une photographie d'ambiance qu'il y a beaucoup par chez moi. Mon territoire, moi, il y a beaucoup d'étangs en Mayenne. Et puis, il y a quelques grandes rivières. Enfin, il y a surtout une grande rivière qui est la Mayenne, justement. Et là, c'est un travail que j'ai fait dans le cadre d'une commande pour le département sur la biodiversité de la rivière Mayenne lors d'un abaissement de niveau. Où ils voulaient. Ouais, pardon, Marc? Non, non, vas-y, je te. Voilà, ça je- marche. Oui, donc voilà, donc c'était, je suis en affût flottant et je suis dans des ambiances bien brumeuses du petit matin où il y a pas mal d'ardéidés qui venaient profiter de la baisse de niveau en fait pour se nourrir bien sûr. Donc voilà, des ambiances de brume que j'aime beaucoup. Alors ça c'est l'engoulevent d'Europe. L'engoulevent d'Europe, c'est une espèce qu'on a assez peu dans notre département, dans mon département. Il est présent entre autres, sur un milieu qui s'appelle la corniche de paille. Donc, en fait, la corniche de paille, c'est une crête rocheuse qui est le prolongement des monts d'Arrée, donc ces montagnes qui ont 300 millions d'années et qui viennent mourir là en Mayenne, avec le point culminant d'ailleurs des monts d'Arrée qui se trouve ici, chez nous, à un peu plus de 400 mètres de hauteur. Et donc, c'est un milieu de lande et on y trouve l'engoulevent. Donc voilà, cet oiseau qui est assez magique, hein, qui fait un bruit de mobilette la nuit quand il chante et qui chasse en vol le bec ouvert à la manière des hirondelles, mais la nuit. Alors, ça, c'est la chevêche. La chevêche d'Europe, donc c'est une petite chouette. Et celle-là, je l'ai photographiée dans mon jardin avec le lever de lune. Ça m'a demandé un temps fou de faire cette image, en fait, parce qu'évidemment, il fallait à la fois synchroniser la présence de la chouette et puis le lever de la lune et avoir tout ça dans l'axe de ses perchoirs favoris. Donc, j'ai passé pas mal de temps, grimpé sur le toit de mon tracteur pour être à la bonne hauteur. J'ai un affût qui est sur le toit de mon tracteur. Et donc, je me glisse dedans et je me suis glissé dedans un paquet de soirs pour réussir enfin à faire cette photo. La chouette chalèche, c'est une petite chouette qui est vraiment, enfin, dont les populations vont un petit peu mieux maintenant, mais qui pendant longtemps avait disparu de beaucoup de départements. Et chez nous, en Mayenne, on a la particularité d'en avoir encore énormément. Pour donner un ordre d'idée aux ornithologues ou aux gens qui s'intéressent un peu à cet oiseau, rien que dans ma commune donc du Bourgneuf, on a entre 50 et 60 couples de cet oiseau, ce qui est juste gigantesque. Donc voilà, c'est une petite chouette bien présente chez moi Ouais. et que j'aime beaucoup. Alors, on continue avec de l'ambiance parce que c'est un peu le sujet de ce livre-là, hein, quand même, et du papier. Je vous parlais tout à l'heure du papier auquel j'ai attaché beaucoup d'importance. Et le choix de papier, c'est un papier qui est texturé, mais, euh, mais la texture, ce qui est assez génial, c'est qu'elle s'efface derrière les détails. C'est-à-dire que quand on a une image vraiment piquée, on garde le piqué de l'image malgré la texture du papier. Par contre, la texture du papier, elle va s'exprimer pleinement dans les bokeh, dans les flous, dans les brumes, dans ces parties-là de l'image. Ce qui fait que des photos comme celle-ci,
ou comme la photo des grandes aigrettes et des hérons tout à l'heure dans la brume, elle s'exprime vraiment pleinement sur le papier que j'ai choisi, et ça, c'est vraiment, vraiment super chouette. Et donc, bah voilà, cette photo-là, elle est... En fait, j'ai choisi la plupart des photos du livre justement en fonction du choix du papier. Donc, celle-ci, elle prend toute sa grandeur dans l'impression du bouquin. Elle est vraiment intéressante. Donc là, c'est quoi? C'est un cerf, évidemment, qui... c'était un moment assez magique, ça, parce que c'était pendant le Brame, évidemment, et en fait, je ne voyais rien du tout dans les fougères, à part ce nuage de sueur et de vapeur qui montait du cerf. Et pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, en fait, je voyais rien d'autre que ce nuage qui montait. C'était juste une frustration totalement folle. Et il s'est déplacé à un moment donné dans un petit trou des fougères. Ça a duré une seconde ou deux, juste le temps de faire une série d'images où on voit juste les bois qui dépassent et toujours ce nuage de vapeur qui montait là. Et puis il a redisparu aussi sec dans les fougères. Et donc ça a été une fraction de seconde, mais le temps de faire vraiment des images qui étaient fortes de mon point de vue, quoi. Donc voilà un peu l'histoire de cette photo et de l'ambiance que je trouve ouais, assez extraordinaire, quoi. Alors encore, donc là, c'est un accouplement de grès buppé dans la brume. Donc encore une photo choisie bah, tout spécialement pour le papier, en fait. Euh, donc là, on perd presque le sujet dans la blancheur du papier et dans le rendu. Ouais, je trouve que ça va bien, quoi. Ça va bien à l'image. Donc ça, c'est des photos faites dans un étang tout près de chez moi, où j'ai un affût flottant qui est à demeure, en fait, qui est ancré depuis 6 ou 7 ans maintenant. Et ce qui fait qu'il est ancré autour d'une corde et il flotte. Enfin, il flotte évidemment comme un affût flottant, mais ce que je veux dire par là, c'est il bouge. Donc, il bouge au gré des vents, il bouge au gré des petits courants, et ce qui fait que les oiseaux sont habitués à le voir là en permanence. Tellement habitués d'ailleurs que certains vont nicher dedans, ou les ragondins, des fois, s'installent à l'intérieur. Et les oiseaux donc, sont donc habitués à le voir bouger, ce qui fait que quand je suis dedans et que je fais des images, ils ne réagissent pas parce qu'ils sont habitués à le voir bouger. D'accord. Donc ça, c'est fait aussi quasi dans mon jardin, à 50-100 mètres de la maison. Donc c'est des ambiances de neige que j'aime beaucoup. Et chez nous, évidemment, la neige, elle est rare. Donc c'est assez paradoxal. D'ailleurs, dans le livre, il y a pas mal de photos prises dans la neige. Et parce que j'aime évidemment beaucoup ça. Mais même si ça ne reflète pas tellement la fréquence des chutes de neige chez moi, parce que on en a de moins en moins, un peu comme partout. Et même les années où on en avait, on en a généralement que 2 ou 3 jours maximum par an, quoi. Mais parfois ça tombe fort. Et ce matin-là, il faisait quasi nuit en fait. Merci le D5 justement, merci ces boîtiers qui sont capables aujourd'hui de photographier avec des très très basses lumières, avec des montées en ISO. Là, c'est une photo qui doit être faite à 50 ou 80 000 ISO. Euh, la mise au point se fait de manière automatique parce que moi je peux pas la faire tellement il fait sombre, et donc le boîtier arrive, surtout avec la neige, ça faisait du contraste, il a réussi à accrocher ces chevreuils qui couraient, et puis c'est une photo qui doit être faite au 15e de seconde, voilà, à 80 000 ISO, quelque chose comme ça, et qui, voilà, avec les flous de la neige qui font que ça fait bien tempête, quoi. Et puis une photo encore une fois qui sur le papier elle donne vraiment joliment. Alors ça, c'est une photo de loutre faite chez moi. Alors évidemment, dans certains endroits, dans le Limousin ou autre, les loutres, il y en a beaucoup. Chez moi, elles sont assez peu nombreuses. Et c'est une des rares, c'est peut-être même la seule photographie de loutre qui a été faite dans le département en plein jour. Euh, donc voilà, c'était un beau souvenir. Moi, je l'ai vu que 2 fois en plein jour chez moi, et j'ai eu qu'une fois l'occasion de faire des images. Et là, c'était un gros moment d'émotion, quand même. Quand même. Et Donc là, là, tu l'attendais, tu savais qu'elle allait venir. pas du tout. En fait, j'étais là pour faire un travail, là encore, pour le département sur la biodiversité de la rivière Mayenne. Et il se trouve que j'étais en train de repérer des perchoirs de Bergeronnette des Ruisseaux et de Martin Pêcheur. Ils se perchent sur des rochers, en fait, au milieu de la rivière. Et l'idée, c'était de faire des photos en piégeage et en déclenchement à distance au grand angle de ces espèces, tu sais, avec la rivière derrière, etc. Ouais. Et pendant que j'observais les martins pêcheurs autres, j'avais quand même sorti mon télé derrière un filet de camouflage. Et d'un seul coup, dans les jumelles, je vois un dos et une queue qui disparaissent sous l'eau.
Et je me dis, mais purée, c'est une loutre, quoi, ce que je viens de voir, mais personne ne va jamais me croire. Et je jumelle le bord de la rivière en face et je vois rien. Et je me dis, c'est pas vrai, elle a disparu, quoi. Et en fait, je me rends compte qu'elle était sortie sur le rocher juste face à moi. Elle était en train de déposer son épreinte. Et là, j'ai eu le temps de cadrer en 4e vitesse avec le 600 et de faire une série d'images au moteur juste avant qu'elle ne replonge dans l'eau et qu'elle là, c'est qu'aussi elle disparaisse totalement, quoi. Donc voilà, elle ne s'est pas rendu compte de rien. Moi, j'ai eu le temps de faire une série d'images, dont celle-ci, juste avant qu'elle ne disparaisse. Donc ouais, c'était juste extra, quoi. Ouais. Et puis alors, c'était assez génial parce que quand on te commande un travail sur la biodiversité de la Mayenne et que tu fais une observation et une série de photos de la loutre, qui est sans doute l'animal le plus difficile à observer chez nous et que voilà, sans jamais avoir réussi à faire de photos en plein jour, parce que j'en ai fait pas mal en piégeage photo pour le projet Passeur de Lune justement, mais en plein jour, c'était juste extra, quoi. Donc tu sais que le client va être content, quoi. Ouais, c'était assez sympa. Alors voilà, encore une photo d'ambiance en forêt, au tout début du printemps, quand les hêtres viennent juste de débourrer là, et qu'il y a le pouillot siffleur qui arrive. Donc le pouillot siffleur, c'est un petit passereau migrateur qui arrive dès le mois d'avril chez nous dans les forêts et, et qui chante à tue-tête pendant un mois et demi là. Là, j'étais à l'affût au renardeau, en fait. Et puis, ben, en attendant que les renardeaux sortent, eh bien, lui venait chanter autour de moi, là, sur les branches de hêtre, là. Donc, l'occasion de faire quelques images et c'était vraiment, vraiment sympa. Voilà, donc, c'est contre-jour dans ces verts tendres, là, du début du printemps. Bah, j'aime beaucoup. Et là encore, sur le papier, ça fait vraiment chouette, quoi. Donc, le pouillot siffleur. Bah, encore la forêt. Donc oui, le livre, en fait, il y a 3 parties dans le livre. J'en ai pas parlé. Il y a une première partie qui est sur plutôt les animaux, la faune du bocage. Une seconde qui est sur les animaux des milieux humides, donc la rivière, l'étang. Donc on a vu la loutre, on a vu les grèbes-huppés, mais il y en a plein d'autres. Des canards notamment, enfin plein d'autres grèbes. Et puis il y a une partie, la dernière partie, c'est la partie sur plutôt les animaux dans la forêt ou dans le bois. Et donc là, bah voilà, encore une photo de cette partie-là. Donc là, c'est les jeunes chouettes-culottes qui sont juste à la fenêtre. Là, ça fait vraiment les commères qui regardent derrière le rideau. J'aime beaucoup cette image-là ouais, de ces petites hulottes dans la, dans la forêt. Et puis, on la retrouvera tout à l'heure, la hulotte. Je vous en montrerai une autre où là, du coup, c'est vraiment une image plein cadre. Bah, encore dans la forêt, donc là c'est la couverture du livre, hein, c'est ce petit renard là qui était bah, près du terrier, hein, comme on fait souvent les photographies au printemps quand ils sont au terrier, les renardeaux. Et là j'avais très peu de visibilité en fait sur ce terrier parce que les fougères étaient assez hautes et assez denses, mais j'avais quand même cette souche j'avais vraiment une belle fenêtre là sur la souche et j'espérais qu'une seule chose, c'était qu'il y en ait un qui viennent jouer ou qui viennent grimper sur cette souche. Et puis, bah, ça a fini par arriver. Donc, voilà, une belle ambiance de ce renardeau là, qui est venu dormir, se toiletter et dormir sur la souche. Là, c'était sympa. J'y ai passé du temps, mais bon, on sait bien ce que c'est, hein, la photographie de nature. Donc c'est un livre qui s'appelle À l'affût du sauvage. Et pourquoi À l'affût du sauvage? Parce qu'en fait, c'est que des photographies faites à l'affût. C'est vraiment ma manière de travailler à moi. C'est vraiment ça. Je cours plus depuis longtemps après les bêtes, mais j'attends qu'elles viennent. D'abord parce que ça permet de moins les déranger, évidemment. Et puis surtout parce que ça permet de faire des photographies de comportement et d'avoir des observations qui durent. Et moi, c'est ce que j'aime vraiment, c'est photographier les comportements de ces animaux sauvages, qu'ils soient oiseaux ou mammifères, et passer du temps à les observer, à les comprendre, à les reconnaître quand c'est possible. Euh, Chez moi, les chevreuils et les cerfs, ils ont des noms, quoi, les renards aussi. Euh, donc ça, j'aime beaucoup ça, c'est les retrouver, et puis les photographier sans impacter, en dérangeant le moins possible leurs habitudes, quoi. Et voilà, donc c'est vraiment qu'un travail d'affût. Euh,
Donc là, bah, pareil, tu vois, c'est encore un affût là dans une prairie à la maison que je connais bien et des animaux que je connais bien. Et là, ce matin-là, ouais, tu voulais me dire quelque chose, Marc? Non, non, non. Pardon. Et donc, ben, j'étais à l'affût et il y avait un brouillard à couper au couteau et vraiment, j'y voyais rien du tout. Et donc, j'allais partir quand d'un seul coup, j'ai vu des ombres se dessiner dans la brume. J'avais quoi? J'avais 30 mètres de visibilité, 20 mètres de visibilité peut-être maximum. Et du coup, je me suis réinstallé tranquillement dans mon affût et cette chevrette, elle est venue vers moi, euh, intriguée par un autre chevreuil qui était sur ma gauche. Et d'un seul coup, j'ai vu une forme se dessiner derrière elle. C'était vraiment assez magique, quoi. Ça faisait une espèce d'apparition de fantôme, là. Et voilà, encore une image qui est faite pour le papier du bouquin, quoi. Alors là, on est plus là, c'est plus lisible hein, comme image, donc c'est le cerf. Chez moi, j'ai une population de cerfs qui est très très faible. J'ai très peu de forêts où il y a du cerf. Il y a que deux, trois petites forêts dans lesquelles il y a un petit peu de cerf. Quand je dis un petit peu, c'est vraiment très faible. Dans la forêt où je travaille, là, il y a une trentaine, une quarantaine de biches peut-être pour une petite dizaine de cerfs. Et donc, c'est vraiment pas un endroit où il faut venir pour faire du cerf à coup sûr. Mais par contre, je travaille que là, sur le cerf. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est des animaux que je connais tous individuellement ou quasi. En tout cas pour les mâles, parce que j'arrive à les reconnaître évidemment d'une année sur l'autre. Et certains, même quasiment tous, je les connais depuis l'âge de première tête, depuis qu'ils sont dagués ou deuxième tête, quoi. Donc j'ai beaucoup d'affection pour ces bêtes que je connais bien. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est de les retrouver eux, quoi. Donc c'est pour ça que je fais toujours mes photos de brames dans les mêmes endroits et avec les mêmes animaux. Mais c'est pas simple. Ça m'arrive des fois de passer des brames, une période de brames, sans faire quasiment d'images parce qu'ils sont extrêmement forestiers et puis ils sont peu nombreux, quoi. Donc c'est pas simple, mais c'est ce qui m'intéresse en même temps. Ouais. Donc ce grand cerf-là, il s'appelle le gourmand. Ouais. Et il est toujours vivant, ce qui n'est pas le cas de tous, malheureusement. Bon, alors ça, c'est une photo qui est dans la partie étang rivière. Donc, c'est une hirondelle des rivages qui, pendant la migration, là, elles se rassemblent par centaines sur les étangs quand elles arrivent pour se nourrir. C'est là qu'elles trouvent le plus d'insectes. Donc, une photo faite en affût flottant et pas simple à réaliser, hein, mais aujourd'hui, c'est vrai que les autofocus sont devenus tellement réactifs qu'on arrive à sortir ce genre d'image qui, évidemment, du temps de l'argentique était inimaginable ou presque. Donc voilà, hirondelle des rivages en vol. Celle-ci, c'est chez moi, c'est fait de la fenêtre de mon bureau, ça. Il ne faut pas se plaindre, hein. Donc c'est le faucon cresserelle, c'est un mâle et ça fait un petit peu comme s'il y avait le lever de soleil qui passait derrière, juste sous le perchoir du cresserelle. En fait, c'est pas du tout le lever de soleil. C'est un petit peu rigolo, c'est que c'est le gyrophare du tracteur de mon voisin. En fait, mon voisin, c'est un éleveur de chevaux, donc il y a une piste circulaire là, juste derrière chez moi et qui l'arrose tous les matins. Donc il fait pour l'arroser, il est obligé de faire deux tours de tracteur. Et moi, j'étais à l'affût depuis l'aube. Donc là, c'est avant le lever du soleil, hein, en fait, cette image-là. Et donc, j'avais le cresserelle qui était perché. Tous les matins, il est perché là. Et, et donc, ben, j'attendais que le soleil se lève pour faire le contre-jour. Et puis, je vois au premier tour de mon voisin et son tracteur, je vois son gyrophare qui passe juste sous le perchoir. Et au moment, donc ça s'éclairait par intermittence. Et donc, sachant qu'il faisait un deuxième tour, ben, au deuxième tour, j'étais prêt. Et voilà, quand il est passé au deuxième tour, j'ai photographié juste au moment où ça éclaire sous le perchoir, comme si c'était le lever du soleil. Donc voilà, c'est une photo sympa. Et, Ouais, ça marche très bien parce qu'effectivement, on a pensé que c'était le soleil qui se levait, effectivement. ouais, c'est clair, hein. Bon, si c'était le soleil, en fait, ça serait moins précis hein, comme cercle, ça serait beaucoup plus diffus. Mais, euh, mais ouais, ça marche bien, puis c'était assez drôle, quoi. Alors voilà, je vous parlais de Hulotte tout à l'heure, donc là voilà, cette Hulotte là, qui est sans doute d'ailleurs l'adulte parent, alors mâle ou femelle, je sais pas, des deux jeunes que je vous ai montré tout à l'heure, parce que c'est vraiment le même secteur. Et là, en fait, elle est sur
une piscine forestière, enfin c'est une ornière forestière que j'ai aménagée, sur laquelle j'ai aménagé un affût. Euh, grâce au piégeage photographique, en fait, je savais que le couple des deux chouettes là, venait au mois de juin, juillet, là. Elle venait, il faisait jour, en fait, à 5h30, 6h le matin. Elle venait encore se baigner avant d'aller se pioter pour la journée. Et donc, grâce aux hautes sensibilités encore du dessin, eh bien, ça permet de sortir des images. Là, ouais, tu disais. Non, non, je dis rien. Ah, pardon. Et donc, du coup, c'est une photo faite à 50 000 ISO, ça aussi encore. Euh, il fait quasiment nuit, c'est l'autofocus de l'appareil qui arrive à faire la mise au point, parce que moi, il ne fait pas assez jour pour que je fasse une mise au point précise à l'œil, quoi. Et puis, bah, on sort des images incroyables. Encore une fois, c'est des images qui étaient inimaginables il y a 10 ans ou 15 ans, quoi. Donc, voilà, cette chouette culotte qui sort de l'eau, c'est pour ça qu'elle a le plumage un petit peu collé, là. Elle sort de l'eau, elle venait de se baigner. Je fais des images aussi, d'ailleurs. Et puis, elle se secoue un petit peu avant de se renvoler pour aller dormir pour la journée, quoi. Ouais. Bon, bah là, l'écureuil qui saute au-dessus de la rivière. J'ai une petite rivière qui passe dans le bas de la maison, là, et puis j'ai quelques écureuils, pas beaucoup, hein, mais j'ai quelques écureuils qui viennent de temps à autre. Bon, bah là, voilà, il suffit de le nourrir un petit peu régulièrement, et puis il prend l'habitude de venir chercher les noix. Bon, bah, là, ce qui m'intéressait, c'était de le faire en train de sauter au-dessus de la rivière. Alors, il sautait pas souvent, hein, parce que souvent, il faisait le tour, en fait. Mais de temps à autre, il sautait. Et là encore, merci le matériel photo d'aujourd'hui qui a une réactivité dans l'autofocus qui est assez exceptionnelle et qui permet de faire le point sur des sujets extrêmement dynamiques, quoi. Et puis de monter en ISO, parce que là, il faut imaginer que c'est une petite rivière qui est enclavée, qui est recouverte, enfin, il y a des arbres tout au-dessus. En fait, c'est un petit fossé dans le milieu du bocage, là. Et bah là, c'est une photo faite à 6 ou 8 000 ISO aussi, hein, pour atteindre le millième ou 1200e de seconde à peu près, pour le fichier en vol, quoi. Mmh. Eh bien, le même perchoir que tout à l'heure sur les cresserelles. Donc là, c'est le couple qui vit dans le jardin. Donc, bah voilà, passage de proie en contre-jour du mâle et de la femelle avant l'accouplement. Alors, encore un joli perchoir. C'est plus le même. Là, c'est le faucon pèlerin. C'est fait aussi tout près de la maison. J'ai la chance d'avoir un couple à une quinzaine de kilomètres de la maison. C'est un site, c'est un couple que je suis depuis plus de 10 ans maintenant. Donc je suis le couple et le site. C'est toujours les mêmes oiseaux, quoique là, je suis allé les observer il y a 3 jours, faire quelques images là. Et il semblerait que peut-être que le mâle ne soit plus le même cette année, ce qui serait une première, donc à vérifier. Mais là, donc c'est un des jeunes. Il y avait 3 jeunes cette année-là, et là c'est un des jeunes qui venait se percher sur ce perchoir là en contre-jour. J'ai passé pas mal de temps parce que tout lever du soleil, c'était une ambiance complètement dingue, quoi. Et bah, là, j'ai réussi à faire une série d'images dans cette lumière un peu folle. Voilà, des jeunes qui se perchent, qui repartent, qui se toilettent, enfin des comportements sympas à observer. Là, c'est fait au 70-200 mm, donc le perchoir est tout près, là, il est à 4 mètres de mon affût à peu près. Eh ben, le même perchoir, mais là, fait avec une chouette culotte. Donc là, j'installais, en fait, j'étais en train d'installer mon appareil photo pour faire les photos de pèlerin. Et pendant que je finissais d'installer mon appareil photo, je me suis rendu compte qu'une chouette culotte s'était perchée sur le perchoir. Alors la photo est très lissée. Là, j'ai fait un nouveau traitement d'image avec un logiciel, donc c'est pour ça que ça apparaît un peu bizarrement. Mais en fait, évidemment, la photo en vrai est beaucoup moins lissée que ça. Mais c'est encore 50 000 ISO, un quart de seconde, quoi, quelque chose comme ça. Donc photo à l'ambiance quasi nocturne, avec juste le contre-jour des premières lueurs du soleil, quoi. Enfin du soleil, même pas du lever du jour, quoi. Alors là, ben, photographie faite au piégeage, hein. Tu connais bien ça, Marc, avec ta barrière. Là, c'est la barrière, la BIR 3 que tu vends, que j'ai utilisée, donc avec un émetteur et un récepteur. Et puis, l'avantage de cette barrière, hein, c'est qu'elle permet de garder l'obturateur ouvert et surtout de le refermer lorsqu'il y a un passage
passage de l'animal. Là, en l'occurrence, c'est un oreillard. Donc voilà, sur une mare forestière où il y a pas mal de passages de chauves-souris tous les étés. Et donc ben là, c'est photo qui s'est faite au petit matin. Alors j'ai passé la nuit, hein, comme à chaque fois. Euh, et là, les dernières images, en fait, avant que la lumière commence à arriver, mais il y avait de la brume là qui se levait parce que différence de température qui commençait à arriver. Et donc, bah voilà, l'ambiance de brume est assez chouette. Donc, il n'y a pas beaucoup de photos de chauves-souris dans le livre, il y en a 2 ou 3, je crois. Mais donc, L'oreillard, c'est assez rare comme chauve-souris, on n'en voit pas souvent, hein. alors, ouais, c'est une photo, enfin, c'est pas une espèce très très rare. Il y a vraiment des chauves-souris qui sont plus rares, qui sont plus difficiles. Par contre, c'est sans doute, enfin, pour moi en tout cas, c'est la plus belle, même si elles sont toutes sympas. Mais lui, avec ses grandes oreilles, il est magique. En plus, il a des grands yeux noirs, tout ronds, avec ses grandes oreilles. C'est vraiment une très 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 belle chauve-souris. Euh, donc, ouais, on n'en voit pas si souvent que ça. C'est vrai que, en fait, c'est pas des chauves-souris qui sont en très grand nombre à chaque fois. C'est-à-dire qu'il est à présent un petit peu partout, je pense. Mais par contre, c'est pas, on va pas avoir des grosses concentrations d'oreillards comme on peut avoir des grosses concentrations de grand rhinolophe ou de grand murin ou de pipistrelle. C'est une espèce qui est moins grégaire que les autres. Donc, voilà, on a une moins grosse densité localement. Par contre, bon, il y a 2 espèces, il y a l'oreillard gris et l'oreillard roux. L'oreillard gris, il est plutôt proche des milieux urbanisés ou des milieux des maisons et des jardins, des châteaux. Et puis l'oreillard roux est plus forestier. Alors, c'est pas une science exacte, hein, parce qu'on peut trouver les deux dans les 2 milieux. Mais donc vraisemblablement que celui-ci, c'est le roux. Mais pour vraiment savoir, il faudrait mesurer la longueur de l'avant-bras ou du pouce pour être sûr que c'est un roux. Donc, on va pas s'aventurer sur une photo à donner l'espèce précisément. Et c'est un Là, tu oreillard, c'est sûr. as deux flashs de chaque côté, hein, j'ai l'impression. Oh, il y a plus que ça. Là, il doit y avoir 9 flashs en fait. 9 flashs. Donc, il y en a en fait un peu dans tous les sens. Il y en a par l'arrière qui sont un peu enfin, de mon côté à moi, qui sont un peu sous-exposés de façon à garder l'effet contre-jour. T'en as sur les côtés et puis t'en as en complet contre-jour qui permettent d'avoir la transparence des ailes et des oreilles. Et pourquoi 9 flashs en fait, c'est pour avoir parce que évidemment ils sont tous à peu près au 15 au 16 millième de puissance. De façon à avoir des vitesses d'éclair hyper rapides, hein, de l'ordre du 15 millième de seconde à peu près. Et donc, il n'y a plus beaucoup de lumière à cette réduction de puissance-là. Et donc, bah, il faut multiplier les sources de lumière pour avoir suffisamment de jus. Voilà. En fait, quand je dis il y a 9 flashs, mais en fait, il faut imaginer que ça fait, il y a juste 3 ou 4 sources différentes, enfin, zones différentes. C'est-à-dire qu'à chaque source, il y a 2 flashs, voire 3 flashs qui sont ensemble, de façon à avoir un éclairage à chaque fois suffisant, quoi. Je sais pas si je suis assez clair. Oui, oui, c'est clair. Ouais. Comment tu les déclenches tous ensemble? Ils ont des cellules en dessous? Alors, ouais, c'est ça, en fait, j'ai un flash mètre. Donc, c'est lui qui va être déclenché par la barrière et qui va déclencher tous les autres avec soit des cellules intégrées, soit les cellules rajoutées. Et puis maintenant, c'est même plus avec des cellules que je travaille. En fait, je travaille avec un déclenchement radio. D'accord. Ouais. Euh, alors là, il faut bidouiller un petit peu aussi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai bidouillé un émetteur radio que je branche sur ta barrière. Et c'est la barrière qui va envoyer le signal radio et qui va déclencher tout le reste. D'accord. Tu vois. Ouais, je sais pas si tu le vends ça d'ailleurs. Sinon, tu peux le Oui, fabriquer, ça marche bien. je crois que je le vends, effectivement. D'accord, d'accord. Bah, tu vois, là, par contre, ça, c'est un truc que j'ai bidouillé, mais ben, si tu le vends, c'est super. Ça, c'est assez pratique. Surtout pratique quand on travaille dans l'eau comme ça. Là, il faut imaginer que le matériel est tout dans la flotte, hein. Enfin, dans la flotte, au-dessus. Mais les boîtiers sont sur des trépieds qui sont dans l'eau. Les flashs sont aussi sur des supports qui sont dans l'eau. Et donc au début, je travaillais en filaire et évidemment, ça m'est arrivé d'avoir parce que quand on installe tout ça, on installe tout ça 2 jours, mais malgré tout, les fils dans la flotte, on se prend parfois les pieds dedans. Ça m'est arrivé de couler du matos, quoi. C'est vrai qu'avec le système radio, au moins, il n'y a pas ce risque-là. Ouais. Bon, il y a pour des séances de prise de vue comme ça, il y a presque 2 heures d'installation de matériel avant de commencer à faire les images, quoi. Donc
ouais, c'est pas. Une fois que c'est installé, ça fonctionne, ça va, mais c'est un petit peu long à installer quand même. Mm. Bon, bah, du coup, on quitte le pillage photo, on revient à l'affût. Alors ça, c'est l'autour des palombes, c'est un oiseau qui me passionne depuis toujours. Euh, et ça, c'est pas une photo faite en Mayenne. J'ai fait des photos en Mayenne, et il y en a dans le livre aussi d'ailleurs, des photos d'autour faites chez moi. Mais celui-ci, il a été photographié dans les Alpes grâce à un ami qui a ces oiseaux-là qui viennent assez régulièrement sur des perchoirs. Donc cette photo-là, voilà, moi je suis le photographe, mais je suis pas l'artisan de la photo en fait, parce que évidemment pour faire ce genre d'image, il y a un travail de préparation d'affût et qui est monstrueux. Et ce travail-là, pour cette image-là, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est mon copain Philippe et je le remercie beaucoup parce que ça, il m'a permis de vivre des moments avec ces oiseaux en hiver assez extraordinaires. Donc là, c'est un jeune mâle de 2 ans. Euh, et puis, bah, voilà, dans cette ambiance de neige, c'est magique, quoi. C'est magique. Un oiseau qui ressemble un peu à l'autour, mais qu'on est pas un. Donc ça, c'est le coucou. Alors, c'est photographié chez moi. Et dans la lande, justement, de la corniche de paille, là où je vous ai montré l'engoulevent tout à l'heure. Ils sont assez nombreux là-bas au début du printemps. Et là, c'est le mâle qui prend une chenille pour l'apporter à la femelle pour lui faire une offrande et puis espérer s'accoupler, évidemment. Donc, une photo pas si simple que ça à faire en vol, encore une fois, grâce au matériel photo qui est devenu extrêmement performant, on arrive à sortir ce genre d'image. Mais voilà, l'ambiance du coucou en vol dans la lande. C'est la dernière photo. Ouais, c'était super, hein. Ouais, merci. Comme quoi, on peut faire vraiment des belles, très très belles photos sans aller loin de chez soi. C'est ce qui ressort de ces interviews que j'ai fait, puisque tu es un des derniers interviewés. Donc, et nombreux sont ceux qui ont réussi à faire des images magnifiques sans aller très loin, tout à fait proche de chez eux. Il y a vraiment, c'est sympa d'aller parfois faire un voyage. Je ne suis pas contre, mais franchement, sans aller loin, il y a moyen de faire des trucs très 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 très, très Écoute, intéressants. c'est vraiment ce que j'aime, vraiment ce que j'aime dire et ce que j'aime faire. C'est que, évidemment, aller faire un voyage, c'est assez extraordinaire parce qu'on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ou des animaux qu'on va pas trouver chez nous. Et moi, je voyage assez peu, en fait, enfin, en tout cas, par rapport à ce réchauffement climatique qui est vraiment problématique. J'évite au maximum de prendre l'avion, notamment. Je fais pas mal de voitures, par contre, mais toujours en local, mais ça multiplie tellement les parcours que ça finit par faire des grandes distances. Mais en tout cas, j'évite au maximum de voyager et quand je le fais, c'est voilà, j'essaye de voyager qu'une fois tous les 3 4 ans avec l'avion. Peut-être que ça sera moins dans les années à venir. Mais en effet, il n'y a pas besoin d'aller à bout de la planète pour faire des images. Il y a tellement de choses autour de chez nous et travaillons déjà sur ce qui nous entoure. D'abord, ça permet de partager au grand public ces espèces qui la plupart sont méconnues. Et si au moins on peut servir à ça avec nos images, c'est bien. Et ouais, tenons ce discours de dire, mais voilà, travaillez sur le pas de votre porte, quoi. Et puis surtout, travailler avec les espèces qui sont les vôtres et puis essayer de trouver sa propre patte, sa propre manière de voir les photos et puis de pas essayer de faire les mêmes images que les autres. Je crois que c'est un petit peu le drame aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes photographes ou de photographes, d'ailleurs pas forcément très jeunes, on rêve devant des images qui sortent sur le net, sur Facebook ou sur autres, et qui ne rêvent de faire absolument les mêmes photos. Et je ne sais pas si ça a beaucoup de sens, quoi. Quel sens ça a. Enfin, pour moi, tu vois, tout ce qui est affût payant ou autre, moi, je fuis systématiquement ces choses-là et je trouve que ça n'a pas tellement d'intérêt. Parce que, oui, on me dit, ouais, j'ai pas le temps de faire autrement parce que je travaille tout ça. Oui, mais pourquoi faire? Si c'est pour sortir les mêmes photographies que celles qui ont été faites des milliers de fois dans les mêmes conditions, au même endroit, à quoi bon, quoi? À quoi bon? C'est tellement plus intéressant, peut-être plus difficile aussi, mais tellement plus intéressant de photographier des choses qu'on est les seuls à travailler, quoi. Ouais.
Il y a beaucoup de photographes amateurs qui se lèvent tôt le matin avant le boulot. Enfin bon, c'est pas toujours facile, mais c'est vrai que Erwan Balança dit les deux matériels dont j'ai besoin tous les jours, c'est mon réveil matin et mes jumelles. Ah bah c'est clair. C'est clair que c'est vraiment la base, elle est là. Hein. Il faut être capable de se lever tôt ou de se coucher tard et puis d'observer, d'observer, d'observer. C'est ce que je dis souvent. Souvent des photographes hein, ou des jeunes photographes me disent ouais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour de. J'ai la première des choses d'abord, c'est d'être naturaliste. Quoi. Il n'y a pas de combien de fois des gens m'envoient des photos en me disant ouais, j'ai photographié ça, et souvent des bonnes images d'ailleurs et ils ne savent pas ce que c'est ou ils me demandent ce que c'est. Mais purée, c'est totalement hallucinant. Quoi. Il faut d'abord connaître les bêtes qu'on photographie. Ça me paraît tellement essentiel. Puis d'abord, ça permet de ne pas faire d'erreur, de pas les déranger, de ne pas faire de bêtises par rapport à ces animaux. Et puis, euh, et puis oui, on peut photographier bien que ce qu'on connaît bien, selon moi. Donc d'abord, ouais, les jumelles, le réveil évidemment, et puis les jumelles, et après l'appareil photo. Et puis pas vouloir aller trop vite prendre le temps vraiment. Moi, il y a des espèces sur lesquelles je travaille depuis 30 ans. L'épervier ou l'autour des palommes, par exemple. C'est l'autour des palommes, j'ai fait mes premières photos il y a 3 ans seulement, alors que ça fait 30 ans que je l'espère, cette espèce. Et que je l'observe et que je cherche des couples et que j'observe les oiseaux sans jamais avoir réussi à faire une image avant il y a 3 ans. Quoi. Et le jour où ça arrive, c'est juste magique. Mais il faut laisser ce temps-là. Enfin, faut pas chercher à vouloir aller trop vite. Euh, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on est dans un monde où on veut tout de suite. Quoi. Les gens là veulent des photos extraordinaires dès qu'ils ont acheté leur appareil photo. Mais non, non. Il faut laisser les choses se faire. Quoi. Ouais. Bon, c'est peut-être un vieux con hein, qui dit ça. Je pense que je pense que l'ambiance de toutes ces interviews, c'est ça, quoi. C'est effectivement, ça demande du temps, mais ça tout le monde le sait. Je pense que celui qui veut essayer son boîtier, il peut aller dans un parc ornitho, s'amuser avec son nouveau boîtier, son nouvel objectif. Je pense que c'est le mieux. Après, y a rien à faire. Il faut repasser du temps sur le terrain, observer. Sans appareil photo pour pouvoir avoir l'opportunité. Des fois, on tombe sur des sujets sans les chercher. Bon, si on a l'appareil photo, tant mieux, mais si on l'a pas, c'est pas très grave parce que souvent le sujet, il est là, il est présent, il sera présent le jour d'après et les jours d'encore après. Donc, je pense qu'il faut laisser un petit peu le hasard faire avec ou sans appareil photo et beaucoup d'affût. C'est sûr que l'affût, c'est ce qui Puis marque le mieux. aujourd'hui, on a quand même des moyens qui nous permettent d'avoir des informations extraordinaires. Enfin, toi, tous les pièges photographiques, tous ces Bushwhacker et autres, là, c'est des outils extraordinaires qui nous font gagner tellement de temps, mais qui nous permettent d'avoir tellement d'informations. La chouette culotte que je t'ai montré, que je vous ai montré tout à l'heure, là, qui sort du bain, cette photo-là, elle a été faite grâce à ces pièges photographiques automatiques. C'est grâce à eux, en fait, que je me suis rendu compte que la chouette, elle venait là tous les matins depuis plus d'une semaine, à des horaires qui coïncidaient avec la prise de vue normale, quoi, sans flash, en lumière naturelle. Et ça, c'est clair qu'il y a 20 ans ou 30 ans, hein, tu sais, quand on faisait d'abord, avec les appareils argentiques, la photo n'aura pas été réalisable parce qu'on montait à 400 ISO péniblement et on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Mais en plus de ça, ça aurait demandé un temps d'observation gigantesque qui aujourd'hui est réalisé par ces appareils photo quoi, automatiques. Alors évidemment, ce n'est pas des photos qualitatives la plupart du temps, mais ça permet d'avoir des informations qui nous font gagner un temps fou et qui nous permettent de faire des images qu'on n'aurait pas imaginé faire en fait. Ouais, tout à fait. Bon, bah, écoute, Eric, je te remercie beaucoup de cette interview, de ce partage des images. Je pense qu'on va tous se régaler à regarder ces images et les commentaires qui vont avec. C'est super, encore une fois. Bah, Merci écoute, beaucoup. Merci, merci Eric. beaucoup à toi, Marc. Merci beaucoup pour cette initiative juste géniale et de faire un montier comme ça, un petit peu virtuel. Ouais, bah, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien au cœur, ouais, parce que par les temps qui courent, on est quand même un peu tristouné, quoi. Donc merci encore, c'est une chouette initiative et puis je vais me régaler moi aussi d'aller voir tous les copains et leurs interviews.
Ok, à bientôt. À Ciao. bientôt. Ciao.